Chapitre 2. La rencontre avec le président Mao. Conformément à mon rôle de Dalai Lama, j'essayais d'atténuer les effets du désastre qui frappait mon peuple. Le 26 octobre 1951, environ 3000 soldats de la 18e armée de route de l'Armée populaire de libération sont entrés dans Lhasa. Peu après, un détachement plus important est arrivé, avec une grande quantité de chevaux, ce qui a provoqué une grave pénurie de nourriture. En 1951, Lhasa avait une population d'un peu plus de 30 000 habitants, alors il est facile d'imaginer les répercussions d'un afflux massif de soldats chinois dans la ville. La situation s'est encore détériorée quand des milliers de Tibétains ont fui l'est du Tibet pour venir se réfugier dans la capitale. La période entre 1951 et 1959 a été l'une des plus exigeantes de ma vie. D'une part, j'étudiais encore intensément pour décrocher mon diplôme final de Geshe Iharam. Le Geshe Iharam est le plus haut diplôme qu'on puisse obtenir dans le cadre du système éducatif des universités monastiques, Gelug, l'équivalent d'un doctorat en divinité que je devais achever en février 1959. D'autre part, j'étais un jeune homme plongé dans l'apprentissage ardu des complexités de la politique, alors que je n'avais reçu aucune formation dans ce domaine. De toute évidence, l'éducation rigoureuse dont je bénéficiais en philosophie bouddhiste et en psychologie m'aidait énormément à préserver ma santé mentale face aux défis politiques complexes que j'étais tenu de relever en tant que dirigeant du peuple tibétain. Et ma formation sur le terrain m'obligeait à gérer les réels désaccords entre mon gouvernement et les généraux chinois en poste à Lhasa, qui avaient toute la puissance de feu. J'étais souvent coincée entre des officiels tibétains extrêmement réticents et parfois agressifs, et la morgue et la main lourde des généraux chinois. Finalement, en 1952, les Chinois ont forcé mes deux premiers ministres, un laïc et un moine, à démissionner. J'ai alors pris la décision de ne pas les remplacer, parce que leurs successeurs n'auraient été que des hommes de paille et qu'il valait mieux que j'accepte personnellement ces responsabilités. À Lhasa, la situation devenait plus tendue de jour en jour. Il fallait aussi que je gouverne, et l'une de mes priorités était d'améliorer notre système et notre société. J'ai mis en place un comité de réforme pour contribuer à créer un système plus équitable, en prêtant particulièrement attention aux besoins des personnes ordinaires et des pauvres. Quand j'étais enfant, les balayeurs de ma résidence, qui étaient souvent mes camarades de jeu, m'ont appris beaucoup de choses sur les problèmes que posent les injustices et les abus de puissance. Mais j'ai dû me confronter à des obstacles majeurs de la part des Chinois qui voulaient des réformes conformes à leur propre système, dans la ligne de ce qui se passait en Chine. Ils avaient probablement le sentiment que si le changement était lancé par les Tibétains eux-mêmes, cela pourrait nuire à leur projet. Aussi, en 1951, quand le gouvernement chinois m'a invité à Pékin, j'ai songé que c'était la seule option qui me restait pour améliorer la situation de plus en plus dégradée de mon peuple. En juin, j'ai reçu un télégramme de Deng Xiaoping, qui était à l'époque l'officiel responsable des affaires tibétaines au sein de la direction chinoise, pour m'inviter à assister à la première Assemblée nationale populaire à Pékin en 1954. Le Panchen Lama avait reçu la même invitation. À Lhasa, les Tibétains étaient très préoccupés à l'idée que j'aille à Pékin, mais j'ai décidé qu'il valait mieux que je le fasse pour le bien de mon peuple. Pour apaiser les craintes, à l'occasion d'une fête religieuse, je les ai rassurés lors d'un grand rassemblement de Tibétains au palais du Norbulinga, ma résidence d'été, et je leur ai promis d'être de retour dans l'année. Aujourd'hui encore, je me souviens de tous ces gens qui pleuraient mon départ de Lhasa. J'ai entendu de vieilles femmes crier « S'il vous plaît, ne partez pas !» Comme il n'y avait pas de pont au-dessus de la Kyushu, nous avons dû la franchir dans des coracles traditionnels tibétains, faits de peaux de yak tendues sur un cadre en saule. Sur chaque berge de la rivière, tant de gens pleuraient. Certains semblaient même prêts à se jeter à l'eau. Plus tard, j'ai appris que certains s'étaient évanouis et étaient même morts. Le 4 septembre 1954, le Panchen Lama et moi sommes finalement arrivés
à Pékin, en train depuis Jiang, en compagnie de nos délégations. Nous avons été accueillis à la gare par Zhou Enlai, le Premier ministre, Zhu De, le vice-président, qui était également commandant en chef de l'Armée populaire de libération et membre du comité permanent du bureau politique, et par d'autres officiels chinois. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré le président Mao Tse-tung pour la première fois. Il avait 61 ans et moi 19. Il s'est montré chaleureux et accueillant. Cette réunion à laquelle se sont joints d'autres hauts dirigeants, dont Zhou Enlai et Liu Chaoqi, avait lieu à la maison d'accueil, un ancien jardin impérial adjacent à la cité interdite, qui fut par la suite transformé en enceinte pour abriter des bureaux gouvernementaux et des résidences pour les dirigeants de haut rang. Le cadre était vraiment majestueux et l'opulence de l'héritage impérial manifeste. Et nous étions là, moi du haut de mes 19 ans et le Pachen Lama qui en avait 16, à nous entretenir formellement avec le président Mao et les principaux dirigeants de la Chine communiste. Dire que nous étions impressionnés et quelque peu nerveux serait un euphémisme. Lors de cette première réunion, seul le président Mao et moi avons parlé. Il a déclaré que lui-même et le gouvernement central étaient très heureux de ma première visite à Pékin, et que la relation entre les Chinois et les Tibétains était très importante. Il m'a également assuré qu'à l'avenir, le gouvernement central fournirait de gros efforts pour contribuer à développer le Tibet. De mon côté, j'ai répondu à Mao que j'étais très heureux d'avoir l'opportunité de le rencontrer, de même que les autres dirigeants du Parti communiste chinois. La réunion a duré à peu près 1 heure. À notre départ, Mao et les autres officiels nous ont raccompagnés à l'extérieur du bâtiment. Et Mao en personne a ouvert la portière de ma voiture. Au moment où je montais dedans, il m'a serré la main en déclarant « Votre venue à Pékin est un retour dans votre propre foyer. Chaque fois que vous viendrez à Pékin, vous pouvez faire appel à moi. Ne soyez pas timide. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi directement, tout simplement. » En sortant de l'entretien, j'étais impressionnée par Mao et stimulée par l'idée que les choses pouvaient s'améliorer au Tibet. Punsok Mongal, mon interprète officiel pendant mon séjour à Pékin, est l'un des rares communistes tibétains